Le conteneur a été un changement de paradigme fort qui a permis une accélération de la mondialisation. Les bateaux et les ports se sont adaptés à ce nouveau paradigme et surtout à l'augmentation de trafic que cela a engendré. Tout naturellement, nous avons suivi cette tendance dans le principe du conteneur et de la même façon, il a fallu s'adapter à ces changements et cette prolifération de conteneurs. Kubernetes est au final aux ops ce que les cargos géants sont à la marine. Mais alors, Kubernetes est-elle la solution indispensable? N'est-ce pas réservé qu'à des gros environnements? Et surtout, si mon admin le fait, en ai-je vraiment besoin? Pour répondre à ces questions d'orchestrateur, je ne reçois pas le capitaine Haddock, mais il s'y connaît en gros cargo. David, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors David, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Je suis David Coutel. J'ai découvert le dev il y a une quinzaine d'années par ce qu'on appellerait aujourd'hui un side project, qui est devenu un projet et ensuite une entreprise. Cette entreprise s'appelle AlgoFly. C'est un comparateur de billets d'avion dont le mantra est d'indiquer à l'utilisateur quand acheter son billet d'avion pour l'acheter au moins cher. Okay. Ensuite, il y a environ 8 ans, j'ai rejoint la société Webmécanique, une petite PME savoyarde, en tant que dev back. J'ai une grosse appétence pour l'infrastructure. Donc Webmécanique, c'est un éditeur de logiciels qui distribue un logiciel open source qui s'appelle Mautic, de marketing automation. En gros, qu'est-ce que c'est le marketing automation? C'est ce que fait HubSpot, c'est le leader international sur le sujet. Et on fait exactement la même chose, mais tout en France, hébergé en France, et beaucoup moins cher. 3 fois moins cher à peu près. Et il y a environ 3 ans et demi, je suis passé CTO de Webmécanique. Ok. Joli parcours. Donc du coup, l'idée de cet épisode, c'est de parler un peu de Kubernetes et notamment tout ce projet que tu as mené chez Webmécanique sur le passage sur Kube. Avant du coup de creuser Kubernetes, est-ce que tu peux nous raconter avant la mise en place de Kubernetes, à quoi ressemblait votre environnement, votre infra, et qu'est-ce qui a déclenché le besoin de se dire tiens, peut-être qu'il faut se pencher sur ce sujet-là? Alors ouais, je pense que c'est intéressant de faire un petit peu d'histoire. Donc il y a 8 ans, Webmécanique, ça a 0 client sur Mautic. Le projet, ça faisait 1 an qu'il existait en open source. Donc il y avait une petite histoire dans la boîte qui était une web agency qui s'est transformée en éditeur de logiciels. Donc on avait déjà des serveurs sur lesquels il y avait les sites web de nos clients. Et on a commencé à distribuer du Mautic. Donc, on a installé sur ce serveur, donc il y avait un front, un back, un serveur Apache, un MySQL. On a installé un peu à la WordPress. On crée un dossier avec un dossier Unix. On met le projet dedans et roule. Et puis, voilà. Et puis, ça a bien marché. Les ventes ont décollé. Donc, on a eu 10, 20, 30 clients. Et puis là, les serveurs commençaient à être un peu petits. Donc, on a mis un load balancer. Après, on avait 2 fronts, 3 fronts, 4 fronts. Le MySQL était plein, donc on a rajouté un MySQL. Après, on s'est dit, ce serait quand même bien de mettre un peu de redondance et de haute dispo là-dedans. Donc, on a mis un Slave sur le MySQL. Après, on a rajouté des fonctions. On a mis un serveur Redis, un serveur RabbitMQ qu'on a redondé en achat, etc. Et au final, on avait 25 serveurs physiques qui géraient tout ça. Et donc, avec 300 clients sur le cluster français, on avait 300 clients. 300 instances de clients. Et pour faire tout ça, depuis le départ, on était accompagné par un super sysadmin, quelqu'un qui est toujours extraordinaire, qui était super pédagogue, qui était disponible 20 heures sur 24, 350 jours par an, et qui n'était pas cher. Tout allait bien. C'était génial. Donc, c'était quelqu'un d'externe. Et puis, un jour, on a eu une douche froide. Il nous a dit, j'ai vendu ma boîte.
votre nouveau sysadmin, il est là, et ça, c'est lui qui va vous suivre dans 15 jours. Avec 15 jours, c'est court quand même. Et c'était vraiment ça, les délais. Hein. C'était vraiment très, très, très court. On a eu énormément de chance parce que le nouveau sysadmin était très, très compétent, tout aussi sympa, mais par contre, beaucoup moins dispo, qui avait des horaires qui étaient normaux, avec des prix beaucoup plus élevés, ce qui était normal. Et là, en fait, on le savait, mais on refusait de le voir. On savait bien qu'il y avait stratégiquement, il y avait un problème dans la boîte, qu'il y avait beaucoup de savoir qui était à l'extérieur, et que c'était pas normal. Mais c'était tellement confortable que, on a fermé les yeux. Et là, on s'est dit, au changement de sysadmin, faut pas que ça recommence. Il faut qu'on trouve une solution pour pas que ça recommence. Si lui il part et qu'on tombe sur quelqu'un qui est moins compétent, ça peut mettre la boîte en danger, quoi. Et donc, de base, ça correspond au moment où j'ai pris ce poste de CTO. Et donc, on s'est dit, de base, on va recruter un sysadmin en interne. Et puis, on va recommencer. On va continuer ce qu'on a fait, sauf ce sysadmin à la base, c'était un vrai artisan, qui faisait tout à la main, pas d'Ansible, rien, qui savait tout, mais beaucoup dans sa tête. Et donc, en fait, on n'aurait pas vraiment pu reprendre son infrastructure. Il aurait fallu en remonter une de zéro pour refaire la documentation, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis, les sysadmins, c'est cher. Il en aurait fallu 2 parce que un sysadmin salarié, il prend des vacances, etc. Donc, on a commencé à creuser un peu. Et puis, on s'est dit, Kubernetes avait quand même pas mal de hype il y a 3 ans, 3 ans et demi. Et puis, on a commencé à creuser infrastructure as the code, etc. Et on s'est dit, là, ça répond à notre besoin. Ça vaut le coup de creuser et de regarder comment on peut faire pour avoir une infrastructure propre et surtout qu'on peut transmettre facilement dans les règles de l'art. Parce que c'est que des fichiers de conf, tout est commité sur un repo, on ne perd rien. Et vous aviez déjà un environnement containerisé ? Pas du tout. D'accord, vous étiez vraiment très loin du... On était très très loin. Après, Webmecanics, c'est une petite boîte, on est 25, dont un tiers de dev. À l'époque, on n'était même pas un tiers de dev. Donc, on avait des méthodes de développement qui étaient peut-être pas au goût du jour. Et donc, on n'était pas containerisé. Chaque dev avait son environnement sur son Mac et le configurait, etc. Sur la prod, c'était pareil. C'était le sysadmin qui faisait tout. Et voilà. Donc, on a étudié quand même la chose. Et puis, il y avait d'autres douleurs. On commençait à avoir des problèmes de performance. On avait des problèmes d'observabilité sur notre cluster parce qu'il était vraiment gros. Donc, tous les logs étaient mélangés. On n'était pas capable d'isoler un client d'un autre. Parce que pour comprendre un peu comment ça marche, le marketing automation, c'est, si je la fais vraiment courte, on pose un script sur le site web du client. À chaque fois qu'un utilisateur du site web du client vient sur le site, ça appelle un script sur nos serveurs qui enregistre les informations un peu à la Google Analytics. Donc, et après, une fois qu'il y a ça, on segmente les différentes personnes pour trier les différents intérêts. Et après, c'est l'essence même du marketing automation. On envoie une communication à l'utilisateur au bon moment. Donc, s'il est en train sur un site de charpente et qu'il est en train de regarder les vis, on va lui envoyer des pubs une information sur les vis pour essayer de le nourrir pour qu'il revienne après. Donc, en gros, à chaque fois qu'il y a du trafic sur le site du client, ça arrive sur nos serveurs. Donc, en gros, on n'a aucune maîtrise sur ce qui se passe. Et s'il y a un client qui fait un spot TV, c'est de la cata. Tu te prends aussi la vague. Ah oui, toute la vague. Et on a eu des soucis sur notre infra physique qui était très surdimensionnée justement pour absorber tous ces problèmes-là. Elle était très surdimensionnée. Et oui, parce qu'effectivement, vu que tu as une infra qui est entièrement physique, tu es obligé de dimensionner ton système pour, tu vois, prendre une analogie. Et bon, c'est plus trop le cas maintenant, mais il y a quelques années, les réseaux téléphones, ils dimensionnaient leur système de messagerie pour absorber le volume du 1er janvier. En fait, il y a tout le monde qui s'appelait, le réseau testeur, donc ça laissait plein de messages. Mais en fait, ça correspond à 1 heure par an. Et donc, ils dimensionnent leur réseau pour cette heure-là par an, ce qui n'a aucun sens, en fait. Exactement. Et nous, on avait exactement le même problème. Et donc, Kubernetes, par l'isolation, par un système de namespace, permettait de répondre à ce besoin-là. Et puis, Kubernetes, ça va beaucoup plus loin, parce qu'il y a de l'autoscaling, on peut faire des choses en fonction, on peut faire plein de choses.
Et donc, il y avait ce besoin-là qui était déjà identifié. On avait déjà des clients, des gros clients qu'on acceptait parce que c'est du business, mais que techniquement, on n'était pas super serein. Et donc, on a creusé, on s'est dit, bon, bah, hop, on y va. Et on est parti sur Kubernetes. Mais à la base, le besoin primaire, c'était avoir une infra qui dure dans le temps et qui est documentée de façon native par les commits, quoi. Vous étiez du coup dans une architecture single tenant, parce que vous êtes un peu un SaaS du coup au final. Complètement, on est un SaaS. Donc j'imagine que peut-être à l'époque vous étiez en single tenant. On est toujours en single tenant. Okay. Parce qu'en fait, Mautic, toi, ce que je te disais tout à l'heure, à chaque call sur le site du client, ça arrive chez nous. Donc ça peut très vite grossir. Et par exemple, notre plus gros client aujourd'hui, il fait sa base de données fait 3 Tera à lui tout seul. 3 Tera en MySQL, c'est pas mal. Ça commence à faire. Donc en fait, on peut pas mélanger tous les clients. Alors déjà, il y a des contraintes RGPD, contraintes réglementaires, etc. Mais on peut pas mélanger tous les clients, sinon ce sera ingérable. Et en plus, faut pas oublier que Mautic, c'est open source. Et à la base, c'est pas fait pour quoi? C'est fait pour que quelqu'un l'installe à la WordPress. Donc lui, il n'a pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui a 500 ou 600 instances comme nous, quoi. Donc on n'a pas complètement refondu le projet. De toute façon, on est sur la base du projet open source. On rajoute quelques trucs. Les trucs qu'on rajoute majoritairement, c'est les trucs que la communauté open source ne veut pas, parce que ça répond pas à leurs besoins, c'est pas dans la feuille de route de la communauté. Mais je me suis perdu. On parlait du single tenant. Oui, et donc on a une image Docker pour chaque client et une base de données pour chaque client. Mais du coup, à l'époque, avant d'être sur Docker et Kubernetes, du coup, vous aviez un répertoire pour chaque client. Et donc c'était un peu à l'ancienne. On avait donc au début, les 20 premiers clients, on poussait à la main via un FTP. Après, on avait un système pour jusqu'à 200 clients. On avait fait un système qui poussait automatiquement un zip et qui le dézippait. Et puis voilà, donc on pouvait pas retirer des fichiers, mais on pouvait en ajouter ou en modifier. Puis après, on a fait évoluer de plus en plus pour automatiser au maximum la maintenance de nos instances. Mais c'était un peu archaïque, mais ça marchait très bien. Ouais. Mais c'était archaïque. Et là, maintenant, tout a changé. Du coup, il y a quand même, dans ce que tu décris, parce que quand on parle de Kubernetes aujourd'hui, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'entends une complexité quand même assez élevée dans une logique de CI/CD, où il faut que tu aies quand même un ensemble de process d'industrialisation qui soit quand même assez poussé pour mettre en place Kube. Vous étiez quand même sur un niveau qui est, comme tu le dis, qui était très artisanal, il y avait beaucoup de travail manuel. J'ai l'impression que vous aviez une marge qui était quand même assez fat à poser. C'était ce projet, du coup, ça a été lancé il y a combien de temps? Donc, ce projet, il a été lancé il y a 3 ans. Et donc, ce projet a été lancé il y a 3 ans. Et on a mis 2 ans, en gros, à migrer l'ensemble de nos clients. C'est un projet d'entreprise. En plus, là, je parle que de Mautic, donc le marketing automation. Mais on a aussi un logiciel interne, nous, en interne, on appelle le portail, qui est un logiciel qui permet de gérer pour nos clients leurs instances de Mautic et nous, techniquement, de gérer toutes les instances de Mautic. Et ce projet, on l'a aussi migré dans Kube, c'est par lui qu'on a commencé. Et ce projet est assez complexe, parce que donc c'est toujours un projet de Symfony MySQL. Par contre, on a une couche de SSO qui est rajoutée par-dessus, donc avec un LDAP, donc qui est aussi dans Kube, un Kubernetes, un Keycloak qui est connecté au LDAP, un Redis, un RabbitMQ. Et donc tout ça, ça fait un ensemble de services qu'il a fallu mettre au point pour le premier produit. Le premier produit, on a mis plus de 6 mois à le mettre dans Kube. En plus, il a fallu le containeriser. Bon, celui-là, il n'était pas trop dur à containeriser, mais il a fallu le containeriser parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes si on veut mettre un conteneur en prod, qui fait qu'il y a du boulot faut modifier le code pour pouvoir que ça marche. Et ensuite, après, on a attaqué donc toutes nos instances de tous nos clients de Mautic, et sachant qu'on a plusieurs clusters dans le monde. Parce qu'en fait, on stocke des données personnelles à l'intérieur des instances. Donc et ça fait partie aussi de notre marketing. On héberge les données de nos clients en France, de nos clients français en France, les données de nos clients suisses en Suisse, les données de nos clients canadiens au Canada
pareil pour les US, on a en Australie. Donc, on a des clusters. On avait des clusters physiques un peu partout dans le monde, et maintenant, on a des clusters Kubernetes un peu partout dans le monde. Donc, on s'était donné une obligation de développer la Helm chart. Alors, la Helm chart en Kubernetes, c'est une sorte de squelette sur lequel tu greffes tous les différents éléments dont je te parlais, RabbitMQ, Redis, etc. Donc, en fait, tu fais comme un composeur installé en PHP et hop, tu as tous les conteneurs de toutes tes applications qui se mettent en route. J'image un peu, mais c'est ça l'idée. Et donc, cette Helm chart, tu peux la faire dans les règles de l'art de Kubernetes, donc du projet open source Kubernetes, où tu t'embêtes un peu pour le faire, mais par contre, tu es autonome. Ou sinon, après, tu peux, pour certains trucs, si tu n'as pas envie de t'embêter, tu utilises les fonctionnalités que les providers te donnent, en particulier les providers américains, AWS, Google, etc. Et là, ça te simplifie énormément la vie. Tu gagnes énormément de temps. Tu perds de l'argent, mais tu gagnes beaucoup de temps. Et nous, on s'est interdit de faire ça. Déjà parce que les providers français n'avaient pas forcément le même niveau de service que les providers américains. Et surtout, on voulait pouvoir switcher de l'un à l'autre. Ce qu'on est en train de faire exactement en ce moment, on est en train de passer de AWS à OVH US en ce moment. Et on va le faire en 15 jours. On va migrer quasiment 4 Tera de data. Attends, alors ça, moi, je trouve que je trouve ça super cool. Alors déjà, parce que c'est cool de se dire que grâce à ces technos-là, tu peux changer de fournisseur quasiment en un claquement de doigts, parce que 15 jours, c'est un claquement de doigts quand même, un peu de choses. Ouais, mais après, il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est ça. Au début, il faut s'interdire de prendre la facilité. Et il y a des trucs, c'est vraiment compliqué. Par exemple, il y a un truc dans Kubernetes, c'est le point noir, c'est les volumes persistants. En gros, Kubernetes, si je résume très rapidement, tu as un namespace qui est isolé les uns des autres. Dedans, tu as un load balancer qui distribue la charge sur 2 pods. 2 pods, en gros, c'est 2 conteneurs. Qui sont eux-mêmes dans 2 VPS différents, qu'on appelle des nodes. Je ne sais plus pourquoi j'en arrive là. On parle de la facilité de changer en un claquement de doigts. Oui, exactement. Et donc, chaque pod peut écrire que sur un PVC. Donc, en fait, tu ne peux pas avoir un volume commun partagé à 2 pods. Et donc, si tu veux, par exemple, partager un fichier entre 2 pods, parce que tu ne sais pas sur quel pod va aller ton process, il faut le mettre autre part. Donc, soit tu as des volumes persistants fournis par AWS, par exemple, qui te permettent de relier les 2 pods, mais tu es dépendant d'AWS, et ce volume persistant, tu ne l'as pas chez OVH, par exemple. Soit tu modifies ton code, par exemple, pour stocker temporairement ton fichier dans un S3, qui est accessible aux 2 pods. Mais ça veut dire que, typiquement, si tu veux, par exemple, importer un fichier pour faire un import de contact, il faut que tu modifies ton code pour prendre ton fichier, le mettre dans un S3, le process qui est asynchrone via une commande qui récupère le fichier dans le S3, etc. Donc, ça fait pas mal de modifs. Parce que du coup, tu ajoutes un nouveau service à l'ensemble. Exactement. Et est-ce que c'est pas aussi Parce que moi, j'ai eu ce travers-là de me dire, je vais mettre en place un truc pour que demain, on puisse changer tel ou tel techno en faisant juste un petit changement de branchement et en quelques jours ou quelques semaines, ce sera fait. Et en fait, du coup, on met beaucoup d'énergie pour réussir à faire cette abstraction-là. Mais en fait, le changement, on le fait jamais parce que ça prend du temps, ça coûte cher. Puis cette part de risque, toujours, on se dit, on sait pas trop. Et je trouve ça ouf que vous soyez dit, on va pas utiliser les technos AWS comme ça, on peut changer demain. Et que vous ayez poussé le truc jusqu'à se dire, tiens, tu sais quoi, on va effectivement changer de provider. Ouais. Du coup, c'est une raison purement financière de changer de provider ou il y a d'autres raisons? Là, c'est... AWS, c'est bien, mais c'est très, très compliqué. Ça va trop loin. Et en fait, il faut des gens ultra... Il faut quasiment faire que ça pour l'exploiter à fond, quoi. Et on est vite perdu dans l'outil, tellement il y a d'options. Et en plus, il y a le pricing qui est tout sauf transparent. Et on paye tout. On transfère entre 2 serveurs un backup, on paye. Et en fait, des fois, il y a des surprises sur la facture, on comprend pas et on creuse, on fait un ticket au support. Déjà, ça met du temps à répondre. Et en fait, on a été facturé d'un truc exceptionnel et ça peut vite chiffrer
vraiment vite chiffré. Ouais. Donc, on part d'AWS pour des questions financières et aussi un petit peu, autant aller chez OVH. Ouais, tant qu'à faire. Du coup, dans cette mise en place de ce projet Kubernetes, donc qui a duré 2 ans, c'est ça à peu près, tu nous as dit? Alors, ouais, 2 ans. Est-ce qu'il y a eu des impacts parce que tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as quand même besoin d'avoir une CI/CD qui est quand même franchement taffée par rapport à ce que vous aviez avant. Tu nous as évoqué du coup tous ces process que vous avez pu mettre en place. Ça a été quoi les impacts sur les à côté? Tu vois, est-ce qu'il y a eu des impacts sur la manière dont l'équipe de dev travaille, dont les choses sont vendues aux clients? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui ont été impactées par ce changement-là en se disant bah là en fait maintenant ça on peut plus le faire, ou celle-là maintenant elle coûte plus cher? Enfin tu vois, est-ce qu'il y a eu c'est quoi les impacts à côté? Alors, on n'a pas eu de régression dans ce qu'on pouvait proposer aux clients, par exemple, parce que c'est facile de comprendre quand on a un FTP, on bidouille un fichier, puis hop, c'est parti. Donc ça, on avait ce besoin-là pour régler des bugs très rapidement. Par exemple, si un client nous remonte un bug, c'est prioritaire, comme dans pas mal de boîtes, et on build une image très rapidement et qu'on déploie uniquement sur l'instance de ce client qui a le bug, on confirme, et après on merge dans notre branche principale, on déploie, à la limite, pas à la limite, si c'est un bug communautaire, on retourne à la communauté. Donc on a gardé cette flexibilité via nos outils d'administration technique de pouvoir déployer une branche à part, quoi. Pour un client donné. Pour un client donné. Après, tu parlais de la CI/CD. On avait déjà une CI, en fait. On avait des tests unitaires qui tournaient sur GitHub Action. Mm-hmm. Donc, en fait, il y avait... En fait, c'est assez simple, au final. Comme je te disais tout à l'heure, tout est committé sur un repo. Donc, en fait, la définition du contenu d'un namespace, c'est dans un fichier YAML qui est committé sur un repo. Et il y a un petit logiciel qui est magique, qui est open source aussi, qui s'appelle Argo CD, et en fait, qui regarde le contenu d'un repository, Git, qui regarde le contenu du cluster Kubernetes, et qui dit, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y en a pas, je fais rien. Et s'il y a un truc qui change dans les deux, il modifie Kubernetes pour se mettre en accord avec Git. Donc en fait, toi, si tu veux changer la version d'une image chez un client, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un YAML, l'éditer et le committer. Et 1 ou 2 minutes plus tard, Argo CD passe, modifie le truc et hop, c'est en prod. Donc en fait, c'est simple, parce qu'il suffit de modifier un fichier YAML dans un repo pour mettre à jour tout ton cluster, quoi. Oui, c'est effectivement simple, mais du coup, est-ce que comment est-ce que vous l'avez fait rentrer dans votre process de dev à vous? Parce que du coup, j'imagine qu'il faut quand même que tu t'assures que ce nouveau déploiement se fasse de manière safe. Donc, il y a quand même peut-être des choses à valider sur le code avant. Enfin, tu vois, comment est-ce que vous avez validé tout ça? Alors, ce que je te disais tout à l'heure, on a un process de CI, donc avec des tests. Et là, on a juste rajouté une build d'un image Docker qui le pousse dans un repository d'image Docker. Et puis, si la petite coche est activée, ça édite le repository Git où est la définition de l'image pour le client concerné, quoi. Okay. Donc en fait, ça rentre en un clic dans GitHub Action. Un dev peut mettre en prod ce qu'il vient de faire pour un client, quoi. Après, la validation, c'est tu vois bien comment ça se passe, quoi. Quand tu corriges un bug, souvent, tu es sûr avant qu'on pousse en FTP, c'est pas le client qui valide, parce qu'on valide ce qu'on fait. Surtout, j'en parlerai peut-être après, mais on a développé aussi des outils pour s'assurer de tout ça. On peut en parler maintenant. En fait, ce que tu disais, qu'est-ce que ça change pour un développeur? Donc, tous les développeurs travaillent en conteneurisé. Et quand tu as un environnement de développement assez complexe, donc avec un MySQL, un Redis, un RabbitMQ, par exemple, pour Mautic, en local, c'est vite compliqué, quoi. Tu fais un Docker Compose, c'est long, ça marche pas toujours très, très bien. Sur Mac, c'est vraiment très, très, très lent. Donc, on a trouvé un truc qui a changé la vie des développeurs, c'est Dayspace. En fait, on déploie un cluster de prod. Non, on déploie une image de prod dans un cluster de dev. Et grâce à Dayspace, qui est une sorte ça synchronise des dossiers distants. Le dev, quand il dev, c'est instantanément répliqué sur un pod sur un cluster de prod. Et en fait, il dev dans Kubernetes.
donc avec tout l'environnement Kubernetes, qui est maintenu par le DevOps de la maison, donc toujours à jour, avec les bons trucs, etc., exactement comme la prod. Et lui, en fait, quand il arrive le matin, il tape Dev Space Dev, et hop, il est tout de suite connecté à son environnement, et ça marche direct. Et ça a vraiment changé la vie des devs, parce que un dev qui vient chez nous, c'est son premier jour, en 1 heure, il a un environnement qui marche. Et du coup, il peut commencer à coder et à shipper quelque chose. Exactement. Et ça, c'est magique. Ouais, c'est magique. C'est vraiment magique. Alors, je me permets juste parce que oui, c'est magique. Je suis entièrement d'accord. Sauf que je reviens du coup à ce que je racontais tout à l'heure. Avant de commencer l'enregistrement, on parlait d'ADA, de connaissance de framework, du langage et compagnie. Mine de rien, moi, je vois quand même de plus en plus de jeunes développeurs et développeuses qui ne savent pas comment fonctionne un serveur Apache, qui ne savent pas ces trucs-là. Et oui, on peut avoir un débat de vieille génération versus les jeunes générations en disant est-ce que c'est nécessaire ou pas. Moi, je vois que quand même toutes les galères que j'ai rencontrées pour monter mon environnement de dev et après le répliquer sur mon environnement de prod, mine de rien, ça m'a appris beaucoup de choses sur comment tout ça fonctionne. Et je pense que ça fait aussi partie des choses qui font de moi un meilleur dev. Donc le fait que quelqu'un arrive, c'est très bien qu'effectivement tu passes pas 3 jours à build ta machine quand tu commences à taffer parce que c'est casse-pied, mais en même temps, ça fait un peu partie de la formation, non ? Ouais, je suis d'accord. Et en fait, faudrait, je sais pas si on devrait modifier le process d'onboarding, laisser galérer les gens pendant 3 jours au début, puis après on le fait plus jamais, parce qu'en fait, à chaque changement de version aussi, tu retrouves ce temps qui est un peu pénible, et puis des fois, tu dois formater ta machine pour une raison X ou Y, tu recommences à zéro. Mais oui, c'est une très bonne remarque. Mais après, les environnements de dev, quand c'est juste un front, un back, Apache MySQL, ça va. Oui. Mais quand ça devient vraiment complexe, avec plein de services, même 2 ou 3 services en plus, ça rajoute une complexité. Et en plus, ces services, après, il faut les installer, mais il faut les configurer pour que ça marche, que ça configure tous les ports, les adresses, etc. C'est vite compliqué. Ouais, ça peut commencer à être effectivement un peu trop complexe comme démarrage, j'entends. Et je te disais, pour compléter là tout à l'heure, donc on a fait un truc où depuis le portail, il y a un accès technique et pour valider les bugs. Et un dev, en un clic, il peut dupliquer sur son espace de dev une base de prod. Donc on anonymise la base, on retire toutes les clés d'API externes, etc. Et le mec, il a exactement sa base de prod, il peut reproduire son bug instantanément et le valider. Et donc, grâce à ça, en 10 minutes, pour des petites bases, pour une base de 10 gigas par exemple, en 10 minutes, il a la base du client anonymisée, il ne peut pas faire de bêtises avec, et il peut bosser, il reproduit son bug instantanément. Et donc, pour la validation de l'erreur, avant le ship en prod, c'est quand même pas mal. Ouais. Et donc, ça retire quand même beaucoup. Après, bon, c'est au dev de faire son boulot aussi, de vérifier ce qu'il fait. Mais ça retire quand même beaucoup d'erreurs. Ouais. Oui, ça, puis c'est super chouette. C'est un super chouette. Ouais. J'avoue, pour le coup, c'est top que tu puisses reproduire en temps réel exactement l'environnement du client pour reproduire un bug. C'est effectivement idéal. Et puis, tu vois, on a 600 instances clients, donc il y a une diversité qui est énorme, quoi. Alors, tu nous parlais quand même aussi de vous quitter OVH, vous quittez AWS pour OVH pour des raisons aussi financières. Ouais. Est-ce que le fait que tous les environnements de dev sont du coup chez AWS? Ah non, alors attends. En fait, on a un client qui est aux US. Ouais. Donc, lui, il est chez AWS US. Ok. Nos clients français, ils sont chez OVH France. D'accord, ok. Ah, c'est uniquement la partie US que vous migrez. Et donc, lui, il va rester aux US, mais chez OVH US. Ok. Donc, c'est juste le client. On a 2 gros clusters, en fait. Vraiment 2 très gros, un aux US, un en France. Et c'est celui des US qu'on transforme de AWS en OVH. D'accord. Non, ma question, c'était sur le coût que ça représente. Parce que du coup, tous tes devs, ils ont toute la journée, ils sont sur un environnement qui te coûte de l'argent. Ouais. C'est une bonne question. Alors, oui, c'est un coût non négligeable. Le coût du cluster de dev, alors, il est assez important quand même, malgré tout. C'est plus de 10 000 balles par an. Pour 25 devs, c'est ça? Non, pour 3, 4, 7 devs. Ah oui, c'est fat comme... Mais sauf que là-dedans aussi, on a la pré-prod. Et puis, chaque dev a plusieurs environnements de dev. Parce que, par exemple, nos devs, on a 2 devs ultra performants sur Mautic.
et ben ils traitent plusieurs bugs en parallèle, donc ils ont plusieurs bases de différents clients. Donc ça leur permet aussi de gagner en productivité. Et tu vois, le temps qu'un dev n'attend pas pour dupliquer ou rapatrier un dump, ça. Ouais, clairement, ça. oui. Ça, et puis en plus, rentabilise. le mec il est content parce qu'il est pas là pour attendre son dump, quoi. Tu vois, pendant ce temps-là, il se fait plaisir, ça avance, quoi. Et ça a vraiment de la valeur aussi, parce que les gens font ce qu'ils ont envie, quoi. Ils font pas de l'administratif, récupérer des dumps, attendre, machin, c'est chiant, quoi. Ouais. Donc ça marche bien. Je suis content. Est-ce que donc du coup là tu nous as parlé donc un petit peu de cette migration et donc ce choix de faire d'utiliser les technos natives de Kubernetes et pas d'être sur les technos propriétaires que chaque fournisseur customise. Vous étiez pas du tout dans un environnement dockerisé, vous connaissiez pas du tout Kubernetes. Ça a été quoi la formation ou l'entraînement? Comment vous avez approché ce gap de connaissances que vous aviez tout simplement, quoi? Alors, on a passé beaucoup de temps à lire la doc. Alors déjà, c'est un vrai projet d'entreprise parce qu'on a recruté quelqu'un pour ce projet-là. On n'avait pas de DevOps, on n'avait pas de sysadmin, donc on n'avait pas de DevOps. Donc on a recruté quelqu'un qui a dû se former lui aussi ce qu'on avait besoin. Donc en fait, on a lu beaucoup de docs. On s'est aussi fait accompagner par un prestat local qu'on connaissait et qui nous a validé tous les choix qu'on a fait sur l'architecture même de Kubernetes et qui a aussi validé des trucs un peu touchy au niveau de la sécurité sur les network policy, par exemple. Et lui, il nous a vraiment validé que ce qu'on avait fait, c'était bien, quoi. Alors c'est intéressant parce que du coup, tu nous parles d'une validation, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a conçu les nouveaux schémas, les nouveaux environnements, c'est-à-dire que c'est vous qui, avec votre apprentissage en faisant, vous avez fait des propositions qu'il a du coup améliorées, j'imagine, dans certains cas. Tout à fait, ouais. Exactement. On a appris de nous-mêmes. Il y a beaucoup de docs. Il y a beaucoup de choses. Et rien que sur le site de Kubernetes, la doc, elle est extraordinaire. C'est vraiment touffu, quoi. Il y a tout. Il y a vraiment tout. Alors du coup, est-ce que on peut bénéficier de ce retour d'expérience? Est-ce que c'est quoi pour toi l'erreur la plus, le genre d'erreur que vous avez fait au début? Et tu te dirais aujourd'hui avec le recul, tu fais là vraiment on s'est planté, ça nous a coûté un petit peu d'argent. C'est pour mettre en garde un peu les gens qui écoutent ce podcast et qui se mettraient à Cube. Il faut pas minimiser. Alors, ça dépend du. Quand on a nos projets, c'était des apps monolithiques en PHP. C'était pas vraiment du tout conçu pour être conteneurisé et encore moins dans un environnement orchestré. Et le coût de la conteneurisation, faut vraiment pas la négliger parce que c'est là où il y a. En fait, il faut bien comprendre comment marche Kube pour ne pas tomber dans des cas qu'on n'a pas imaginés. Et tous les problèmes de concurrence, les problèmes de PVC, de volume persistant, il faut bien comprendre comment marche Kube. Et une fois qu'on est là, il faut reprendre tous les endroits où on écrit sur le disque et se poser la question, mais comment on va faire là? Et ça, il faut vraiment pas le négliger avant de passer dans cette phase Kubernetes. Et après, il y a peut-être une phase intermédiaire. Alors nous, on n'avait pas... Au vu de nos ambitions, on n'avait pas cette phase intermédiaire, mais maintenant, depuis quelques années, il y a des conteneurs as a service qui marchent très très bien par exemple chez Scaleway. On donne un conteneur, ils se débrouillent, et en fait, ils mettent ça dans un cube et c'est eux qui gèrent tout, quoi. Okay. Et ça permet de... Alors moi, je l'ai testé comme ça, pas dans un environnement de production, mais ça permet de voir les gros loups sans... De voir les gros loups sur les conteneurs sans passer par toute cette phase cube qui est quand même très très lourde, avec une phase de montée en compétence qui est vraiment pas négligeable. C'est un peu un environnement de test du coup en fait pour vous Alors on l'utilise pas, nous on l'a jamais utilisé, mais ça pourrait être un environnement de test qui est valable, parce qu'au final ce conteneur il va dans un cube, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des dégâts, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe qui ont eu du mal, qui n'ont pas apprécié ce changement et qui n'ont pas su se faire à ce nouveau paradigme de travail? Écoute, non. Parce que, en fait, au départ, c'était dur quand même. Parce que les conteneurs tournaient en local sur les machines et c'était lent. Et les gens se plaignaient. Mais on a trouvé très vite le truc avec Dayspace. Et ça a permis... Et tous les avantages qui venaient avec sur la duplication d'environnement dont je te parlais tout à l'heure, ça a permis de vraiment d'avoir une adoption au sein de l'équipe de cet environnement Kubernetes. Et puis après, il y a tous les à côté
Tu sais, par exemple, sur le nom de l'image, il y a le dernier commit qu'il y a. Donc, quand tu vois une image en prod, tu sais exactement ce qu'il y a. Il n'y a plus de bidouille FTP, machin. C'est plus possible, tout simplement. Et ça, au final, t'as un gain en qualité que tout le monde apprécie. Et j'allais dire même les devs. Les devs comprennent vraiment tout l'intérêt du truc aussi grâce à ça et la qualité inhérente à tout ce système qui est pas verrouillé, mais un petit peu quand même. Ouais. Oui, de toute façon, on apprécie toujours en tant que dev quand les choses sont plus clean en fait. C'est-à-dire que même si elles nous demandent un peu plus de travail, c'est quand même vachement plus agréable de travailler dans un environnement propre que dans une code base alambiquée. Ouais, c'est clair. Sur du coup, ce projet de migration, donc, qui a été quand même assez long. Donc, tu nous as expliqué que vous avez fait d'abord un premier service, c'est ça qui a été migré. Le portail, c'est le portail. le sorte de RP maison qui nous permet de gérer les autres instances techniquement et aussi à nos clients de déployer eux-mêmes une instance en un clic. Et puis, ça nous gère la facturation. Donc, on envoie les factures, c'est les prélèvements, les machins, les trucs. Donc, ça, c'est le premier truc qu'on a migré. Ensuite, on a migré tous nos clients Automation. Donc, Automation, c'est le nom interne de Mautic. Et puis, après, on a migré un troisième projet, un CRM dont je n'ai pas parlé. C'est un projet qui est en train de monter au sein de Webmécanique. On est en train de développer un CRM propriétaire pour connecter à notre marketing automation. Okay. Et donc, c'est le troisième produit qu'on a mis dans Cube. Et donc ça, ce planning, il a été validé aussi par votre prestataire qui bossait sur le sujet ou notre prestat. Tu nous as parlé d'un prestat qui vous a aidé, qui va valider des archives. Alors, le planning, comment dire ? Il y a la théorie et la pratique. Exactement. Non, en fait, ce prestat, il a rien validé. Il a rien validé, pas du tout. En fait, il était là pour nous accompagner, mais il n'avait pas d'engagement de planning. Il était là pour nous aider. On avait un Slack commun, on avait une question à lui poser, on se voyait de temps en temps, et puis voilà. Mais c'était vraiment on était notre propre client, en fait. Notre objectif initial, c'était de se dégager de ce danger stratégique, d'avoir le savoir à l'extérieur de la boîte et qui n'était pas transmissible de sysadmin en sysadmin. Et là, tu vois, ça a bien marché parce que au bout de 2 ans, on a changé de DevOps. Il est parti sur d'autres projets. On a un nouveau DevOps qui est arrivé, qui a dû se former aussi. Ça a été, il est très smart, mais ça a été très, très, très vite. Et puis, la transmission s'est fait comme sur des roulettes. Et on est hors de danger parce que tout est commité. Tout n'est pas forcément méga clean, mais c'est commité, c'est propre, il y a des commentaires, et ça marche. Oui, puis du coup, l'ensemble de l'environnement peut redémarrer sans que le moindre être humain ait besoin d'interagir, en fait. Et c'est ça aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais ça a une grosse valeur. Je disais tout à l'heure, on est dans les Alpes. Moi, je fais pas mal de montagne. Je pars en week-end 2 jours en refuge. J'ai pas de téléphone et j'ai pas envie de stresser. Et là, Cube, la promesse qui est relativement réalisée quand même, c'est quand il y a un node qui tombe, donc un node, c'est un VPS, et tout se redispatche un peu tout seul, c'est down pendant 2-3 minutes, et puis c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Et ça, c'est vraiment agréable, parce que ça donne une sérénité à tout le monde, aux responsables de l'infrastructure, mais aussi aux dirigeants de la boîte, de se dire, là, on a un truc qui tient la route, quoi. Et puis, c'est un argument commercial aussi pour tes clients. Carrément. Et puis, tu vois, on n'en a pas parlé, mais il y a eu des side effects aussi de Cube, c'est qu'on a pu... tu sais, je te disais au début, avec notre infra physique, il y a des clients, des gros clients. On serrait un peu les fesses quand on les prenait. Et là, dernièrement, on a pris des clients énormes. Par exemple, on en a un qui envoie 10 millions d'emails par jour. Et on gère. Parce qu'on a réussi à tout distribuer dans des RabbitMQ. On paralysait les consommateurs, de l'autoscaling, etc. La génération des emails, pareil. Les leads entrants, parce que tu imagines, si tu envoies 10 millions d'emails par jour, tout ce qui arrive donc on arrive à tout scaler, et ça, c'est Cube, quoi. On n'aurait jamais pu avoir un client comme ça si on était toujours sur notre infra physique, parce que ça aurait pas marché. Grâce en plus à Cube, tu peux dimensionner un client de manière drastiquement différente d'un autre client, de manière transparente, quoi. Parce que je te disais tout à l'heure, tout est commité dans la définition du contenu d'un namespace, c'est un fichier YAML qui est commité dans un repo. Et là, si tu veux mettre limite de mémoire, tu veux passer de 256 à 2 gigas, tu le changes et c'est commité.
et tu le perdras pas. Et ce client en particulier, il aura 2 gigas à la place de 256, quoi. Ouais. Donc sur cette durée de migration, sur ce projet de migration, notamment sur tous vos clients, parce que j'imagine que ça a été la partie un peu plus, peut-être la plus critique, de devoir passer tous vos clients d'un nouvel environnement. Ouais. Comment est-ce que vous avez géré ça? Vous avez fait un client lambda que vous avez testé, ou vous avez commencé par les plus petits, ou au contraire par le plus gros? Ça a été quoi Je me rappelle plus exactement. En plus, on a été très, très, très gourmand parce qu'on a migré du physique vers Kubernetes et en même temps, on a changé de version de Mautic. Donc, on est passé de la version 3 à la version 4 en même temps, pendant le transfert. Donc, on a été gourmand. On a réussi notre challenge, mais c'était chaud. Et on les a migrés au fil de l'eau, un par un. C'était automatique, donc ça se lançait à 22h le soir. En gros, on commençait la migration d'un client vers Kubernetes. Si ça se passait pas bien, à la fin, au lieu de changer pointer le DNS de l'ancien serveur vers le nouveau, on laissait comme ça. Et puis le lendemain matin, on analysait ce qui s'était mal passé et on corrigeait et puis on recommençait, quoi. Et vous avez eu beaucoup du coup d'interruptions comme ça, vous disant tiens là en fait là faut mettre une petite pause le temps de corriger un truc? Ouais, parce qu'en fait on avait la double peine de changement de version. Donc sur ce changement de version, il y avait des évolutions aussi sur la migration, le schéma de la base. Et quand tu fais une évolution sur le schéma de la base sur certaines bases qui font 50, 100, 200 gigas, il se passe des choses que tu maîtrises pas forcément et ça plantait entre autres à cause de ça, quoi. Okay. Donc des fois, tu vois, on s'est donné beaucoup de mal. On a voulu faire les choses dans les règles de l'art. Par exemple, on a changé l'encodage de la base quand on a changé de l'un à l'autre pour pouvoir mettre des emojis dans les titres des emails. Truc marketing, mais sauf que tu passes de 255 de longueur à 191 parce que tu as l'encodage qui change dans la base. Donc il a fallu faire plein de choses justement pour à la migration faire ça en plus, et c'est ça aussi, ça nous a pris du temps. Vous avez cherché toutes les difficultés à vous ajouter en fait, il y avait une espèce de... Je pense qu'il y en avait encore d'autres qu'on pouvait mettre, mais c'était déjà pas mal. J'imagine. Et du coup, donc il y a à peu près 500 clients ou 600 clients déjà à l'époque, ont été migrés en combien de temps? On a fait le cluster de France en environ 3 mois, je crois. Ok. L'ensemble, c'était quasiment 1 an et demi. D'accord. Ah oui, donc vous avez quand même fait les choses prudemment. Je sais plus. Quand c'était prêt, non, l'ensemble, ça, tu vois, quand l'image était prête, quand tout était prêt, ça a mis peut-être 1 an. Ouais, quand même. Ouais, mais après, tu vois, tu construis le cluster en France, et puis après, faut chercher un fournisseur. Bon, aux US, c'est facile, tu as AWS, mais on n'était pas parti sur AWS à la base. Et c'est aussi ça, on n'avait pas conscience qu'en fait, Kube, ça paraît courant, mais tout le monde ne sait pas le faire. Et même en France, même aux US. Tu vois, au début, on était parti chez Scaleway parce qu'on avait un très bon contact. Le support à Scaleway, ils sont extraordinaires. Et en fait, on est parti chez Scaleway pour aller chez OVH parce qu'il y a des trucs qui marchaient pas bien à l'époque. Ils ont corrigé depuis, mais ils étaient très transparents sur leur roadmap, mais ça correspondait pas à nos délais. Donc, on est parti chez OVH. Et aux US, on a eu le même problème. Au début, on était chez Linode pour des questions de coût, et puis aussi, on voulait pas aller chez AWS à cause de la complexité inhérente à AWS. Et puis, on est parti chez Linode pour aller chez DigitalOcean. Et puis, chez DigitalOcean, on a été chez AWS parce que chez DigitalOcean, c'était autre chose. En fait, ils faisaient des backups et nos bases étaient tellement grosses que les backups duraient 20 heures. Sauf que pendant 20 heures, on avait interdit de changer le schéma de la base. On ne pouvait pas rajouter une colonne. Donc, il ne laisse pas beaucoup de temps pour changer ton schéma si tu as besoin. Exactement. Et donc, en fait, typiquement, si tu rajoutes un custom field dans Mautic, tu ajoutes une colonne à une table, et là, ça ne marchait pas. Et donc, nos clients n'étaient pas contents. À raison. Et donc, on est parti chez AWS parce que ça marchait. Ok. Et tout ça pour dire que c'est pas si trivial d'avoir... Oui, parce qu'en fait, il y a quand même un niveau ça ajoute un niveau de complexité que peu de boîtes ont envie de s'ajouter. Kube, aujourd'hui, c'est quand même réservé à des projets en général assez conséquents. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors du coup, cette migration qui dure 1 an, donc cet environnement quand même single tenant, est-ce qu'il y a eu pendant cette année, du coup, j'imagine que quand tu fais du coup une évolution de ton produit, parce que j'imagine qu'en 1 an, il y a quand même eu des évolutions du produit au-delà de simplement la migration vers Kube. Comment est-ce que vous avez géré le fait qu'il y avait certains clients qui étaient du coup migrés comme ça et d'autres qu'il faut migrer à l'ancienne?
Est-ce que du coup vous avez vu votre votre capacité de déploiement ou la durée du déploiement se réduire aussi petit à petit à mesure que tous les clients disparaissaient de l'ancien environnement? Alors en fait, vu qu'on a fait en même temps la migration de Mautic 3 vers Mautic 4, ceux qui étaient en Mautic 3, ils étaient en Mautic 3, ils y sont restés. Et puis ceux qui étaient en Mautic 4, ils avaient les nouvelles évolutions inhérentes à la communauté, puisque c'est un projet open source. Donc la communauté continue sur Mautic, la dernière version. Et puis au fur et à mesure, on rattrapait notre retard, puisque c'est pas vraiment un retard, pour passer en Mautic 4 sur les clients qui restaient. En fait, la difficulté, c'était de faire cluster par cluster, parce que tu vois, on en a un en France, un énorme en France, un en Suisse, un au Canada, un aux US, un en Australie. Donc à chaque fois, il faut, même si c'est rapide, ça prend du temps, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un impact aussi dans vos processus de recrutement, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est tellement l'ensemble est bien packagé qu'en fait t'as pas besoin que tes devs aient une connaissance particulière, même ne serait-ce que de Docker? Alors aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'une connaissance, mais il y a eu à un moment un besoin d'une connaissance. On demande, quand on recrute quelqu'un, on ne demande pas un niveau on ne demande pas des connaissances, mais on regarde s'il y a une sensibilité à la chose. Et s'il y en a une, c'est un gros plus. Ouais, je vois. Ok. Je trouve que ce projet est fascinant. Je trouve cette discussion, merci beaucoup de tous ces éléments techniques. Ça faisait un petit moment que ce genre d'épisode me manquait. Donc, merci beaucoup pour tout ça. En termes de gains, donc tu nous as parlé de cette facilité de déploiement. Il y a eu le gain pour les devs. Est-ce que votre facture a explosé de hosting du coup, ou au contraire, vous avez réussi à le maintenir? Alors, c'est dur. En fait, on compare un peu des choux et des carottes. Parce que on avait, sur le cluster de France, on avait quelque chose de haute disponibilité. Mais sur les autres clusters, c'était un peu... il y avait un front, un back, un load balancer pour les gros, mais c'était tout. Il n'y avait pas vraiment de redondance, quoi. Donc là, en fait, on a gagné... la facture a augmenté. Par exemple, aux US, avec AWS, elle a fait x3,5, x4, donc pas négligeable. Là, elle avait rebaissé drastiquement avec OVH. On va diviser par 2,5. Ok. Donc, c'est pas négligeable. Mais globalement, la facture a augmenté, mais le niveau de service a augmenté, les performances ont augmenté. Et puis, la qualité perçue par les clients aussi a augmenté. Parce que, par exemple, tu vois, avant, quand un client envoyait un mail de test, il fallait attendre qu'un cron job passe, qui passait toutes les 10 minutes pour que le mail parte. Maintenant, le mail, il est poussé dans un RabbitMQ. Le RabbitMQ, il y a un event qui regarde le nombre d'emails, de messages dans le RabbitMQ. S'il y en a un, ça allume un pod qui envoie le mail. Et maintenant, le mail, il part en 15 secondes. Donc, le client, il appuie sur test, il va dans sa boîte, le mail est là. Et ça, en termes de qualité perçue, c'est super. Et ça a de la valeur aussi. Et tu vois, ça vient avec Cube. Et avec Cube, avec tout ce qu'on a mis. On aurait pu le mettre en place sur une infra physique, hein. Mais c'est venu avec Cube parce qu'un petit peu, on n'avait pas le choix de faire... à cause des contraintes de Cube, on n'avait pas le choix de faire tout ça, quoi. Donc, oui, la facture a nettement augmenté. En France, je crois, je suis pas sûr de moi, mais je crois qu'on a fait 1,5 fois le prix. Ok. Oui, donc c'est intéressant de voir comme ça que tu as des fonctionnalités qui sont améliorées juste parce que tu passes dans un environnement qui pourtant est que côté Ops. Ouais. Et puis, moi, il y a l'autoscaling aussi. C'est magique, l'autoscaling. Toi, je te disais tout à l'heure, ça regarde le nombre de messages dans la queue, et s'il y a un message, ça allume un pod. Mais en fait, s'il y en a 1000, ça en allume 2. S'il y en a 2000, ça en allume 3, etc., etc. Donc, en fait, tu es capable d'envoyer les mails de façon parallélisée vers ton broker de mail à la vitesse où tu les génères. Et après, la génération d'emails, tu peux aussi faire ça. Tu peux paralléliser avec des threads différents, en générer encore plus. Et après, la limite, ça devient... il y a d'autres limites. Après, c'est la base. Après, c'est d'autres choses. Mais tu peux repousser les limites beaucoup plus loin. Et ça, c'est grâce à Cube. Et ça, tu peux pas le faire dans une infra physique où c'est très compliqué. C'est vraiment très, très, très compliqué. Est-ce que, du coup, avec ton expérience de ces technos-là, est-ce que pour toi, c'est un indispensable aujourd'hui et tu penses que tout le monde devrait passer sur Cube? Et sinon, je te vois déjà dire non de la tête, mais du coup, c'est quoi pour toi le step? C'est quoi le moment où il faut qu'une entreprise ou un projet ou un truc envisage ce passage-là? Je sais plus quel invité tu avais il y a pas très longtemps, mais
qui parlait de il faut faire les choses quand on en a besoin. Et je pense qu'il ne faut pas trop anticiper parce que ça rajoute une couche de complexité qui est quand même très élevée. Et Cube, soit tu en as besoin, comme dans des cas comme nous, où tu as plusieurs milliers de pods qui tournent, c'est compliqué à gérer les versions, etc. Soit tu as des problèmes de scalabilité, ou tu as des problèmes de volume, et donc de scalabilité. Et là, ça peut être associé. Mais si tu commences un produit où tu as un site vitrine, ça n'a aucun sens. Ouais. À la limite, un site vitrine, pourquoi pas le mettre dans un conteneur, que tu mets dans un conteneur as a service chez un fournisseur. Et le jour, si ton truc il décolle à fond, eh ben pourquoi pas. Le jour où tu as un spot TV, par exemple, qui passe, ou ce genre de choses. Mais même ça, le conteneur as a service, il le gère. Il le gère. Et c'est tout l'intérêt. C'est un petit peu comme une lambda, quoi. Si tu exploses, tu payes un peu plus, mais voilà, quoi. Ouais. J'avais une question, elle est partie. On parlait c'était justement cette notion de quel moment on passe sur Cube. Elle me revient pas. Attends, on a dit quoi? Que c'est des problèmes de scalabilité, faire les choses quand on en a besoin. Non, ça me revient pas. Alors, il y a une question dans le chat. J'ai une question plus centrée sur la fonction de CTO dans une migration. Comment as-tu géré l'arrivée sur la nouvelle stack technique qui n'était pas forcément ton expertise et aussi l'attente de tous ceux qui étaient ton équipe avant, parce qu'en plus toi t'es pas arrivé en tant que CTO dans l'entreprise, c'est ça? Non, je suis arrivé en tant que dev. C'est une bonne question. En fait, on est une petite boîte, donc si tu veux assurer un peu de redondance sur un poste qui est clé comme ça, il en faut 2. Donc en fait, on a notre DevOps qui fait tout. Et il y a moi qui est en backup quand le DevOps est en vacances. Donc c'est comme ça que moi je me suis approprié aussi Cube en étant le backup. Alors moi je suis pas capable de faire ce qu'il fait. Par contre, si le truc il crache, je suis capable de trouver où c'est, de faire les actions minimales de maintenance pour que le truc marche. Par contre, le modifier c'est une autre affaire. C'est d'autres compétences que je n'ai pas, quoi. Ok, donc c'est cette approche de backup. Exactement. Ce qui du coup m'a permis de retrouver ma question. Tu nous disais que ça ajoute beaucoup de complexité et donc il faut que c'est un intérêt d'avoir cette complexité-là. Cette complexité supplémentaire qu'a ajouté Cube dans votre environnement, il n'est pas au niveau du travail des devs. À peu de choses près, ils travaillent toujours comme avant. C'est juste qu'en fait, tu as un poste de DevOps que tu n'avais pas avant. C'est ça au final la complexité que ça t'ajoute, ou pour toi il y a d'autres... Alors, on a un poste de DevOps, mais avant on avait un sysadmin, même s'il est à l'extérieur. Oui. Lui, il a disparu, mais on a un poste de DevOps, donc c'est un poste pour un poste. Mais la complexité, c'est surtout la complexité de mise en place. Complexité de mise en place, si tu veux pas utiliser les outils... par exemple, nous, on a mis notre propre RabbitMQ qu'on gère nous-mêmes dans nos clusters. Il y a des services, je ne sais plus comment ça s'appelle chez AWS, c'est un service qui te donne RabbitMQ. Chez OVH, il y a la même. Donc, c'est toute la mise en place. Si tu veux t'embêter à faire les choses correctement, ça serait pas bien de dire ça, mais si tu veux les faire de façon native, où tu maîtrises les choses, les coûts et le fonctionnement de ton cluster, eh ben, ça a un coût, une complexité qui est pas négligeable. Ok, je vois. Écoute, top. Merci beaucoup, David, pour cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu ou une ressource que tu aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs? Oui, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Tech World with Nana. Donc, c'est une femme DevOps qui fait des contenus extraordinaires. Ils vont très très loin. Elle fait des vidéos de 4 heures qui ont 1 million de vues sur Kubernetes, c'est fou. De ouf. Et donc là, on apprend vraiment des choses. C'est un dev qui veut aller loin, il peut s'intéresser à ça. Et elle fait des vidéos aussi qui sont des supports extraordinaires pour la vulgarisation au sein de l'entreprise, auprès des équipes market, commerciales, etc., qui ont aussi, eux, ont besoin de comprendre ce qu'on fait, parce que c'est quand même un projet d'entreprise. Et sur cette chaîne, il y a tout. Il y a sur Cube, sur Docker. Ça tourne beaucoup autour de Cube et Docker et l'environnement, la philosophie DevOps. Elle est vraiment très chouette. Oui, parce qu'effectivement, ça, c'est une question qu'on n'a pas évoquée, mais qui est effectivement intéressante. C'est que tu parles d'un projet d'entreprise. Il a fallu vendre ou promouvoir ce projet auprès de toutes les équipes non-tech qui n'étaient pas du tout impactées par ce projet. Il a fallu leur expliquer que beaucoup de choses allaient changer et que beaucoup de choses allaient changer. Ouais. Parce que qu'est-ce qui a changé pour eux, en fait? Tu vois, les équipes marketing, vente, support et compagnie, au final, eux, la seule chose qui a changé, c'est que les devs avaient peut-être une bande passante
qui était un peu plus courte pendant le temps de la migration. Assez longue, j'entends. Mais... un peu, beaucoup plus courte, en fait. Et il y avait beaucoup de choses. Alors, je te parlais de changement de version. Hein. Oui, mais ça, c'est dans la version 4. Tu vois, ce qui viendra avec Kubernetes. Et ça, c'était pas toujours facile. Ça demande une certaine pédagogie. Et même, tu vois, tout ce que j'ai expliqué avec les consumers, les messengers, les consumers, les brokers, etc., eux, les équipes, elles sont super intéressées par ça. Et tu leur expliques et ils disent « Ah ouais, ça marche comme ça ». Et en fait, ils sont super intéressés et ils sont contents Et sur cette chaîne, tu as tout... T'as les visuels, t'as les explications, c'est chouette, quoi. Canon. Top. Et la dernière question rituelle, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Moi, je me suis posé la question en venant ici, parce que je ne savais pas trop. En fait, je suis carrément espace. Très bien. Merci beaucoup, David, pour cette discussion. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté cette discussion. Voilà, je pense que Kubernetes, effectivement, est une techno impressionnante, qui est vraiment top, qui est peut-être pas adaptée à tout le monde. Donc, j'ai envie de vous souhaiter à tous que vous serez amenés à pouvoir y toucher un jour, parce que c'est absolument top. Je pense que peut-être ça va se normaliser. En tout cas, voilà. 2024, on va essayer de promouvoir et de faire progresser le podcast fortement. Donc, si vous voulez participer à cet effort-là, je vous invite à partager ce podcast, cet épisode-là spécifiquement, peut-être à quelqu'un autour de vous, peut-être votre CTO pour lui donner envie de passer à Kubernetes, ou à toute l'équipe pour que tout le monde fasse pression auprès du CTO pour que vous passiez sur Kube. Voilà. Donc, merci beaucoup si vous souhaitez participer à cet effort en 2024. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.